Elle deviendra une légende. Elle était la divine. Elle a réinventé le théâtre. Elle a performé devant des dizaines de millions de spectateurs éblouis. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Pour elle, on invente le terme monstre sacré. Elle est le premier phénomène mondial. Elle est une légende. Vous savez, je suis quand même Sarah Bernard. Épisode 9. Encore la guerre. Alors que la deuxième décennie du 20e siècle commence, Sarah Bernard a bientôt 70 ans, revient à Paris. Elle retrouve son public français après une seconde tournée d'adieu en Amérique en 1910 et 1911. Ce retour chez elle se passe tout de même bien. Les productions qu'elle produit connaissent les salles combles et les tonnerres d'applaudissements. Dans les dernières années, Sarah a découvert Lou Tellegen, un jeune acteur très charismatique. Convaincue qu'il sera le prochain grand nom du théâtre, non seulement français, mais aussi à l'international, elle lui donne les premiers rôles masculins. Si la plus grande comédienne de France est persuadée de cet avenir, c'est loin d'être l'avis des critiques et du public. Dans la presse, on écrit que Tellegen et Bernard entretiennent une relation amoureuse depuis le début de la tournée de 1910-1911. Une rumeur qui est amplifiée lorsqu'on annonce le mariage imminent du duo d'artistes, une annonce inventée de toutes pièces par un journaliste. L'entourage de Bernard n'aime pas beaucoup Tellegen non plus. Maurice, le fils de Sarah, est convaincu que Tellegen se sert de sa mère pour faire mousser sa popularité et sa carrière. Il n'a pas tout à fait tort. Au début de l'année 1912, Sarah est approchée pour tourner une série de courts-métrages sur les pièces qui ont fait d'elle un phénomène mondial. À contre-cœur, elle accepte, mais à condition que Lou Tellegen soit des films aussi. Le premier de cette série est Tosca. Le décor n'est pas à la hauteur des attentes et du nom de Sarah Bernard. Elle est déçue, elle exige que le décor soit habillé davantage. Une fois les changements apportés, les caméras se mettent à tourner et la star s'exécute. Au visionnement, quelques jours plus tard, Sarah est horrifiée par son jeu. Elle demande à ce que le film ne soit jamais présenté dans les théâtres. Tosca, le court-métrage, devant l'insistance de Bernard, est rangé aux oubliettes. Aujourd'hui, en 2023, on ignore toujours où est passé ce document. Seules quelques photos se sont rendues jusqu'à nous, mais aucune image vidéo ou extrait. Sarah est difficile à convaincre pour tourner les autres courts-métrages. C'est finalement Lou Tellegen qui la convainc. La motivation de l'acteur était sûrement plus de faire ses premiers pas à l'écran que de faire jouer Sarah Bernard. Elle tourne quelques scènes de Adrienne Lecouvreur, puis à Londres, elle tourne des passages de la reine Élisabeth avec Adolphe Zukor, qui vient de créer la Famous Player qui deviendra quelques années plus tard la célèbre Paramount Picture. Ces deux derniers tournages ont été appréciés par Sarah. Pour le quatrième et dernier tournage, elle tourne quelques scènes de La Dame aux Camélias. En moins de 15 minutes, la pièce est résumée avec ses temps forts. C'est le seul film de cette série qui connaîtra un vrai grand succès. Aux États-Unis,
Alors qu'on raconte que plus jamais Sarah Bernhardt, la Grande, ne reviendra au pays, les gens se pressent dans les cinémas afin de la voir sur le grand écran. Que c'est étrange de s'imaginer ces gens se déplacer pour voir sur grand écran leur célébrité préférée. Le théâtre est tellement plus vrai. Devant ce succès, Sarah accepte de tourner Les Amours de la reine Élisabeth, une nouvelle pièce qu'elle produira prochainement en France. La version cinématographique du film, tournée avec la Famous Player, fait empocher à Sarah et Adolphe Zukor plus de 80 000 $ de profit. C'est la plus grande somme empochée par Zukor jusqu'à maintenant. Ce profit lui permettra de créer des films plus imposants. On peut dire ici que Sarah Bernhardt a contribué à l'essor de la Paramount Pictures, l'un des plus grands studios de cinéma américain. Sur scène, la pièce, toujours avec Lou Tellegen dans le rôle masculin principal, est presque un échec. Le public ne veut plus voir l'acteur aux côtés de Bernhardt. Il déserte alors les salles du théâtre. Pour le faire revenir, elle produit La Dame aux camélias pour terminer le mois de mai 1912. Au cours de cette production, le genou droit de Bernhardt est de plus en plus douloureux. Elle peine à se déplacer. Cette douleur persistante l'oblige à repenser ses mises en scène à nouveau. Chaque mouvement de la star est calculé. Il doit être rapide, aussi court que possible, et Sarah doit pouvoir se tenir à un meuble ou sur un autre acteur. Elle part par la suite à Belle-Île avec sa famille et Tellegen pour se reposer. De retour à Paris, elle tente de produire quelques nouvelles pièces, toujours aux côtés de son compagnon, mais le succès est loin d'être là. La presse attaque sans cesse Tellegen et Bernhardt refuse de répondre aux demandes d'entrevue. Elle se fait de plus en plus rare. Elle ne veut pas parler de sa relation et de son acharnement à faire connaître Tellegen au public. Sur un coup de tête, énervée contre la presse parisienne et les Français, elle prépare une nouvelle tournée en Amérique. Elle se dit que si la France ne voit pas le talent de Lou Tellegen, le continent voisin, lui, le verra. Une troisième tournée d'adieu est alors annoncée sur le continent américain. Alors qu'elle vient à peine de revenir en France, moins d'1 an après sa dernière tournée, elle repart pour l'Amérique. Aux États-Unis, on s'amuse de cette troisième tournée d'adieu. Dans la presse, on écrit que Sarah Bernhardt n'a jamais autant voyagé depuis qu'elle a annoncé sa retraite en 1900. Dans le navire qui l'amène vers ce continent qui l'accueille toujours à bras ouverts, elle se fait traduire par Tellegen les articles à son sujet. Elle aime l'humour du pays et a plus que hâte d'y retourner. Cette tournée sera bien différente des autres. À cause de son âge, mais surtout de sa douleur au genou droit, Bernhardt a tout repensé. Chaque soir de représentation, le public verra Bernhardt dans les actes qui ont marqué sa carrière et qu'elle aime tout particulièrement. Le public verra ainsi plusieurs pièces, non pas dans leur version intégrale, certes, mais dans leurs temps forts et leurs moments les plus dramatiques. Une formule qui plaira énormément aux Américains et que Sarah va ramener avec elle en France. À la fin novembre 1912, Sarah Bernhardt et sa troupe d'une douzaine de comédiens arrivent à New York. Elle triomphe. Elle rencontre les hommes les plus influents du pays et s'amuse même à répondre aux journalistes. Chose rare pour Sarah Bernhardt qui déteste devoir faire des entrevues. Est-ce vrai, votre mariage avec Lou Tellegen? Je n'ai qu'un amour, le théâtre. Partout où elle passe, on l'accueille comme une reine. Elle triomphe même au Canada anglais avant de faire quelques spectacles à Montréal. Le 28 mai 1913, Sarah se produit à New York avant de regagner Paris. Le soir de la dernière, Tellegen annonce à Bernhardt qu'il ne repart pas avec elle. Il reste aux États-Unis. Il a été remarqué par des producteurs américains qui lui offrent des contrats pour le cinéma. Sarah n'a pas le choix. Tellegen est décidée à rester. En embarquant sur le bateau, elle regarde une dernière fois Lou Tellegen sur le quai. Elle lui fait un geste de la main avant de se cacher derrière un mouchoir. Elle ne se retournera pas et c'est la dernière fois que Sarah Bernhardt croisera cet homme qu'elle a peut-être tant aimé.
En France, Sarah se produit le 15 novembre avec Jeanne Doré, une pièce qu'elle fera à plus de 100 représentations. Au début février 1914, elle fait une courte tournée à travers la France et les pays voisins. Une tournée qui lui rapporte gros. Elle n'a pas le choix. Sarah est criblée de dettes, des dettes que Maurice lui inflige. Depuis plusieurs années, son fils unique possède des problèmes de jeu. Presque tout l'argent que lui remet sa mère et presque tout l'argent qu'elle fait, il le joue. La chance est rarement là. Maurice perd plus qu'il gagne, comme c'est souvent le cas. L'actrice s'entête à continuer de donner 10 000 francs et quelques francs de plus par mois à son fils. Elle le sait que cet argent est flambé dans les paris, les casinos et partout où Maurice peut en gagner davantage. Sarah met aux enchères quelques objets personnels et bijoux afin de payer les dettes de Maurice qui sont aussi les siennes. En juin 1914, Sarah et sa famille prennent du repos à Belle-Île. Le temps est superbe, le soleil illumine le regard émerveillé des enfants de Maurice et Sarah, assise sur un rocher, regarde l'horizon et les vagues mourir lentement. Le 28 juin 1914, l'archiduc Franz Ferdinand est assassiné par Gavrilo Princip. Cet attentat contre le membre de la famille impériale d'Autriche entraîne la Première Guerre mondiale. Oh, l'injustice de la guerre, l'infamie de la guerre. Il ne viendra donc pas le moment rêvé où il n'y aura plus de guerre possible, où un monarque qui voudrait la guerre serait détrôné et emprisonné comme un malfaiteur? Il ne viendra donc pas le moment où il y aura un cénacle cosmopolite, où le sage de chaque pays représentera sa nation et où les droits de l'humanité seront discutés et respectés? À Belle-Île, Sarah reçoit de nombreux communiqués l'informant de la situation. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle qui a connu Paris assiégé en 1870 ne peut pas croire que l'Europe entière s'enflamme. Encore la guerre, se dit-elle. Les hommes n'apprendront jamais que la guerre ne règle rien. Elle lit les journaux, les nouvelles sur la tournure que ce conflit prendra et elle est littéralement dégoûtée. Pour Sarah, juillet est plein d'espoir. Elle espère que le conflit prendra fin bientôt de façon la plus tranquille possible. Mais en août, elle doit se rendre à l'évidence. Cette guerre sera meurtrière. Contre l'avis de sa famille, elle décide de regagner Paris au début août. Sarah quitte Belle-Île, endroit tellement isolé qu'il semble être intouchable. Les Parisiens sont eux déjà dans la mire des ennemis. La ville n'est pas sécuritaire, mais l'actrice veut plus que tout apporter son soutien aux troupes françaises. Même si son genou la fait terriblement souffrir, accrochée à sa fenêtre, elle se tient debout saluant les soldats français qui passent. Elle les encourage, laisse aller des « Vive la France » pour les soutenir. À la fin août, Paris est quasi une ville désertée. L'occupation par les ennemis, les Allemands surtout, est inévitable. Les citoyens quittent, les bourgeois gagnent les provinces plus éloignées où se trouvent leurs maisons d'été. Maurice essaie de convaincre sa mère de quitter son appartement en plein cœur de Paris, mais elle ne veut rien entendre. Elle était restée à Paris pendant le siège de 1870, elle restera pendant ce conflit. Elle tient à saluer les centaines de soldats qui défilent sous sa fenêtre. Elle leur donne la force, le courage d'aller combattre. Elle est un symbole de résistance, de courage. Les plans de résistance de Bernard sont chamboulés au début du mois de septembre, lorsqu'elle reçoit Maurice accompagné d'un ami. Cet ami explique à la star être un espion français. Depuis plusieurs jours, il travaille chez les Allemands qui approchent de la ville à chercher une supposée liste d'otages. Des otages qui serviront à faire du chantage au gouvernement français en cas d'occupation de Paris.
Sur cette liste, dans les premiers noms figure Sarah Bernard, avec son adresse parisienne. Si les Allemands prennent le contrôle de Paris, la superstar française sera l'une des premières à être en otage. Sarah, en entendant ce que lui explique l'homme, est horrifiée. Jamais elle sera entre les mains des Allemands. Mieux vaut mourir. L'espion français sort alors un document officiel du gouvernement qui demande à ce que Sarah Bernard quitte Paris pour sa propre sécurité. Elle le sait, elle n'a plus la force physique de se battre contre l'ennemi. Elle prend alors la décision de quitter Paris. Rapidement, Maurice l'aide à faire ses valises et il gagne Belle-Île où une bonne partie de sa famille s'y trouve déjà. À Belle-Île, elle y restera que quelques jours puisque le gouvernement français apprend que les Allemands connaissent le lieu de repos de l'actrice. On lui demande d'aller au bassin d'Arcachon en Gironde. Mais à la fin septembre, le miracle survient. L'armée française enchaîne les petites victoires et repousse les Allemands. Paris est sauvé de l'occupation. En apprenant ces nouvelles, Sarah veut regagner la ville, mais son genou droit l'en empêche. Le moindre mouvement la fait crier de douleur. Elle ne peut plus plier sa jambe. Elle ne peut plus se déplacer. Maurice doit la porter. On appelle des médecins au bassin d'Arcachon qui décident de la mettre dans le plâtre pendant 3 mois. On lui conseille de rester en Gironde, limiter ses mouvements et ses déplacements. Au bout de 3 mois, en janvier 1915, en retirant le plâtre, les médecins comprennent que la gangrène infecte sa jambe. L'amputation est inévitable. Mais c'est la divine Sarah Bernard. À cette époque, on n'ampute pas les célébrités, et dans ce cas-ci, on parle de la plus grande star française, la première star mondiale, le monstre sacré Sarah Bernard. C'est impossible, on ne peut pas l'amputer. Pendant des semaines, les médecins se questionnent. Est-ce qu'on ampute Sarah Bernard de sa jambe droite? Le 21 février 1915, fatiguée d'attendre, Sarah demande à ce qu'on lui ampute la jambe. Elle comprend la situation, elle comprend que si l'infection se propage, elle peut en mourir. Depuis longtemps, plusieurs années, l'actrice avait renoncé à retrouver l'entière capacité de se déplacer. Le lendemain, Sarah se fait amputer. Au bassin d'Arcachon, toute sa famille s'est rassemblée. Maurice, sa femme et leurs enfants regardent l'opération avec terreur et craignent pour la vie de l'actrice de 71 ans. L'opération est délicate. Plusieurs patients de son âge n'en ressortent pas vivants. À cette époque, c'est une opération majeure. Bien qu'avant de se faire opérer, elle les rassure, à l'intérieur, Sarah est rongée par l'angoisse. Maurice le sait. Sarah l'a embrassé comme jamais auparavant et a enlacé ses petits-enfants avec une grande tendresse. Je regardais alors mon pauvre Maurice, si inquiet pour sa mère. Je tentais de le rassurer. Moi-même, je ne peux décrire l'angoisse qui m'habitait à ce moment. Celle de ne pas revenir. L'amputation est un succès. On a amputé Sarah Bernard jusqu'au-dessus du genou. Maintenant, il lui faut du repos. C'est avec beaucoup de tristesse qu'elle apprend qu'elle ne peut regagner Paris dans les jours qui suivent. Pendant 2 mois, elle restera en Gironde. Le rétablissement est très difficile. On craint même pour sa vie alors qu'elle tombe fiévreuse, incapable de s'alimenter et de s'hydrater. L'énergie immense de la star reprend le dessus. À la fin avril 1915, elle se met même à faire des plans, préparer ses prochaines productions lorsque les théâtres reprendront leurs activités. Sarah refuse de porter une prothèse. À cette époque-là, encore une fois, les prothèses sont plus handicapantes qu'autre chose. Loin d'être souples, elles sont en plus loin d'être esthétiques. Les béquilles ne sont pas une option. Elle décide alors d'utiliser ce qu'on appelle une litière, une petite cabine de luxe portée par 2 hommes. L'un en avant, l'autre à l'arrière, ils porteront Sarah Bernard partout où elle ira. L'actrice sera portée comme une reine, comme une impératrice. La guerre se calme. À distance, elle demande que son théâtre soit rouvert et que quelques actes y soient joués chaque soir. Déçue de ne pas pouvoir y jouer, elle se dit qu'au moins les Parisiens auront de quoi se distraire le soir. Mais la presse n'est pas dupe. L'amputation de sa jambe a été gardée secrète.
Aucun ami de Sarah s'est échappé, aucun journaliste le sait. On croit qu'elle se repose à Belle-Île et attend que la guerre se termine pour rentrer à Paris. À l'été 1915, on s'inquiète. La capitale française ne sera pas occupée. C'est une évidence. Sarah peut rentrer, mais pourquoi ne le fait-elle pas? Cet article est des plus... intéressants. Oh, j'apprends sur moi. On écrit que j'aime les roses, que je ne voyage jamais sans mon cercueil et que je suis morte. Alors ça, je ne savais pas. Je suis bien heureuse de l'apprendre. Ah, c'est beaucoup moins d'efforts, quand même. Hélas, 3 fois hélas, on est victime de la réclame. Ceux-là qui goûtent les joies et les tristesses de la célébrité quand ils ont passé 40 ans savent se défendre. Ils savent brider ce monstre de la réclame, pieuvre aux innombrables tentacules, jetant à droite, à gauche, en avant, en arrière, ses bras visqueux, ramassant par ses 1000 petites pompes aspirantes tout ce qui traîne de potins, de calomnies, de louanges, pour les recracher au public dans son vomissement de fiel noir. Mais ceux-là que la célébrité accroche quand ils ont 20 ans, ceux-là ne savent rien. En lisant de tels mensonges et inventions de la presse, Sarah décide de regagner Paris. Que les médecins le veulent ou non, elle retrouvera la ville. Elle fait annoncer son retour. Elle se met à organiser des galas de charité pour aider les nombreuses familles dans le besoin. En parallèle aux galas de charité, Sarah produit d'autres pièces. Tous les profits iront à l'armée qui a besoin d'argent pour continuer à se battre. Le 15 octobre, c'est le grand retour de Sarah Bernard sur les planches de son théâtre. La soirée a été annoncée que quelques jours avant et quelques heures après la sortie des journaux, où se trouvait l'annonce, les billets s'étaient envolés. La perte de sa jambe l'oblige à repenser ses mises en scène. Si dans les dernières années elle se déplaçait que très peu, maintenant elle ne peut plus. Dès la levée du rideau, elle sera sur scène, assise ou appuyée sur un meuble. De tout l'acte, elle se déplacera que de quelques centimètres. À chaque fois qu'elle se déplace, c'est appuyée sur un autre comédien. Malgré cet handicap, Sarah est portée en triomphe. Son talent, lui, n'a pas été amputé. L'actrice française est appelée à performer devant des soldats du pays. Elle prononce devant l'armée des discours patriotiques donnant des frissons à chaque personne dans l'assistance. Elle rencontre les soldats blessés dans les hôpitaux, donne même quelques soins de base. Elle se souvient de tout ce que lui avaient montré les infirmières à l'Odéon près de 50 ans plus tôt. Sarah, courageuse et espiègle, se rend directement dans les tranchées, à la rencontre de ces hommes qui dorment dans la boue, le sang et l'odeur de la mort. Elle leur apporte des lettres de leur famille, elle les prie de ne pas abandonner au nom de la France. Pendant que Sarah performe devant les troupes, les théâtres sont désertés puis fermés pour une durée inconnue. La divine refuse de fermer le sien. Elle tente de produire quelques pièces, quelques actes, mais rien n'y fait, le public s'absente. La situation, qui semblait se tranquilliser, s'enflamme soudainement. La France craint pour son emblème culturel. On lui demande de ne plus se rendre dans les tranchées. Puis on refuse qu'elle prononce des discours et performe des actes devant les militaires blessés. La situation est trop dangereuse. Elle est toujours sur la liste des personnes à capturer des Allemands. La France lui demande d'être sage et de s'isoler à nouveau en Gironde. À contre-cœur, dans le calme du bassin d'Arcochon, elle prépare une nouvelle tournée en Amérique. Un 4e farewell tour en moins de 20 ans. Cette fois-ci, ce sera la vraie dernière, les vrais adieux à l'international. Avant de quitter la France, elle tourne son seul et unique long-métrage, Mère française, un film patriotique sur la douleur des femmes et leur courage durant la Première Guerre mondiale qui n'est toujours pas terminée. Dans son contrat, Sarah demande à ce qu'il y ait aucun plan rapproché d'elle. En 1916, les close-up commencent à faire leurs apparitions au cinéma. Aux États-Unis, Lillian Gish et Mary Pickford sont les 2 actrices qui attirent le plus le public dans les salles. Pour elles, on a inventé les gros plans.
Bien que Sarah trouve ces plans tout à fait charmants pour des femmes de leur âge, à peine 20 ans, pour elle, à 70 ans, c'est le cauchemar. Le film sortira en 1917 et sera un beau succès. Un aperçu de ce qu'était Sarah Bernhardt, sa présence et son talent scénique. À l'époque de sa sortie, Mère française est considérée comme une œuvre patriotique, mettant à l'avant-scène le courage des femmes françaises qui n'ont pas eu le choix de regarder partir leurs fils, leurs frères, leurs maris pour la guerre. Aujourd'hui, le seul long métrage de Bernhardt est plutôt considéré comme un film de propagande, servant à démontrer la puissance française et la force des femmes du pays. Le 30 septembre 1916, Sarah Bernhardt et quelques-uns de ses comédiens partent une dernière fois vers l'Amérique. Elle apporte pour cette tournée aucune pièce complète, quelques actes seulement, ses grands classiques et ses pièces préférées. Cette fois-ci, le public aura le droit de voir l'Aiglon, le procès de Jeanne d'Arc, la Dame aux camélias et Phèdre le plus souvent. Pour les soirs de grands spectacles, souvent dans les grandes villes, Sarah fait ajouter quelques petits actes écrits par Maurice. Des actes dramatiques qui auront beaucoup de succès. La Française est déçue. Elle aurait préféré rester en Europe. En Gironde, elle avait fait des plans pour une tournée européenne. Maurice l'avait prié d'y renoncer. Le danger est trop grand. Même en parcourant les chemins les plus éloignés, les plus sécuritaires, le risque d'attentat est trop grand. Et si la voiture de l'actrice était attaquée par l'ennemi? Sarah, physiquement diminuée, ne pourrait pas résister. Le risque n'est pas à prendre. C'est donc avec beaucoup de tristesse, en ne sachant pas comment elle allait retrouver son pays après cette tournée d'1 an et demi, que l'actrice annonce sa nouvelle tournée à l'étranger. Aux États-Unis, lorsqu'on apprend que la grande Sarah Bernhardt revient une 4e fois faire ses adieux, on rigole. On dit qu'elle reviendra dans 3, 4, peut-être 5 ans. On la taquine gentiment puisqu'on aime tellement la Française en Amérique. Elle-même rit de ses tournées. Elle dit à la presse américaine « J'ai tellement dit adieu que je confonds au revoir et adieu. » Le voyage par bateau est angoissant. À chaque jour, on demande aux passagers d'enfiler leur gilet de sauvetage. On croit que des sous-marins allemands sont tout près. À tout moment, le navire peut chavirer, voire exploser. Cette dernière visite en Amérique est bien différente. Elle apparaît surtout dans les music-halls. Elle y performe 1 ou 2 actes, triomphe, reçoit des centaines de fleurs, puis repart pour une autre ville. Dans ses entrevues, elle presse les États-Unis d'aider la France. Elle leur demande d'envoyer des soldats, des troupes pour soutenir la belle France. Mes braves soldats, la France a besoin de vous. Jamais je ne me suis mise à genoux dans ma vie. Mais aujourd'hui, si je le pouvais, je le ferais. Je vous demande, le cœur serré, de vous engager au nom de ma belle France. Je vous supplie d'être fort, d'être courageux et d'aller à la guerre. Je vous en prie, ne nous laissez pas tomber. Nous avons tant besoin de vous. Jamais, jamais je n'ai laissé tomber mon pays. C'est pour cette raison que je vous supplie de vous engager au nom de la France. Le patriotisme de Bernhardt est si grand qu'il convainc des soldats étrangers de se rallier à la France. Seule la Française pouvait se permettre, grâce à sa notoriété et à son influence, de faire ce genre de choses. Aucune autre célébrité de l'époque ne réussira cet exploit.
Le reste de la tournée est teinté par la propagande patriotique française de l'actrice. Partout où elle se produit, elle demande aux Américains de participer à cette guerre en aidant son pays. À New York, la troupe connaît des succès monstrueux. Même si Bernard est physiquement diminué, les Américains la portent en triomphe. En octobre, Sarah est à Montréal pour 4 soirs, contre l'avis du clergé qui menace d'appeler aux manifestations, comme en 1906, elle performe un acte de la Dame aux Camélias. Elle y joue aussi l'acte du jugement de Le procès de Jeanne d'Arc. Appuyée sur un meuble, l'acte ne demande aucun déplacement de l'actrice. Sarah modifie le texte à la dernière minute. Elle change quelques passages, parle contre l'Église catholique, exactement comme en 1906. Le 14 octobre, elle performe une dernière fois au Québec. Sarah devait se rendre à Québec, dans la ville de Québec, mais craignant des débordements encouragés par les archevêques, elle annule. Elle refuse de s'y rendre. Elle entame par la suite la tournée des petites villes américaines. Sarah doit annuler certains passages. Elle ne se sent pas bien. On l'oblige à se reposer dans son train spécial. En Californie, on appelle des médecins. Les médecins américains l'observent et on lui diagnostique un début d'urémie. On lui impose un régime strict pour que ses fonctions rénales ne soient pas débordées. Sarah comprend qu'elle doit diminuer ses performances, le corps ne pourra pas suivre le rythme habituel. Une journée, une nouvelle ville, une performance. Ce ne sera pas possible. Elle doit se reposer quelques jours entre ses performances. Dans son wagon, condamnée au repos forcé, elle écrit de petites histoires. Elle leur imagine des mises en scène fantastiques. Sarah se dit que dès que ce sera possible, elle les produira. En novembre 1917, elle est de retour au Canada. Le Canada anglais la réclame. Dans le passé, elle avait connu que des succès mitigés dans ses provinces. Elle modifie alors son parcours pour s'arrêter quelques semaines dans plusieurs villes canadiennes. L'hiver est rude, glacial, l'entourage de Bernard s'assure qu'elle n'attrape pas froid. On la recouvre plus qu'il ne le faut aux gares. On demande à ce que les autorités fassent des chemins pour pouvoir transporter la star le plus vite possible à l'intérieur de ses voitures. Sarah veut retourner à Montréal une dernière fois. Elle veut voir le fleuve Saint-Laurent encore une fois. Elle se produit une nouvelle semaine à Montréal. Cette fois-ci, la publicité est énorme autour d'elle. Au guichet des théâtres, des mouvements de foule ont lieu et la police doit intervenir et remettre l'ordre public. Un nouveau triomphe, encore une fois. Elle se réjouit de lire Émile Nelligan, un poète d'exception québécois. Pour la première fois, grâce aux repos qui lui sont imposés, elle a le temps de lire le poète. Elle veut mettre en scène quelques-uns de ses poèmes, mais le temps lui manque. Elle ne veut pas se lancer dans de nouvelles productions pendant cette tournée. La fin de la tournée sera difficile, bien qu'elle triomphe partout où elle passe. À la fin octobre 1918, le 4e Farewell Tour s'achève à New York. On l'applaudit pendant plus de 30 minutes. Debout, appuyée sur un meuble, Sarah se tient droite, lentement enterrée par les fleurs qui tombent de partout. Le 11 novembre 1918, le jour où l'armistice qui signe la fin de la Première Guerre mondiale est signé, Sarah Bernard revient en France. À son retour, elle est partagée entre deux sentiments. Le bonheur d'avoir fait une nouvelle tournée à l'international et la tristesse que ce soit la vraie dernière. À 74 ans, la première star mondiale le sait. Ses beaux jours sont derrière elle. Elle ne peut plus enchaîner, mais l'envie est toujours là. Elle travaillera jusqu'à la fin.